Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve avec pas mal de retard quand même, parce qu'on est bientôt en décembre, pour le point lecture du mois d'octobre 2023, qui n'a pas pu être sorti au moment où il le fallait parce que j'étais sur l'autre projet vidéo qui prenait pas mal du temps au niveau du montage et où j'ai eu pas mal de soucis. Si vous êtes curieux, je vous invite évidemment à aller regarder cette série de vidéos qui est divisée en 3 parties. Mais bref, ici, aujourd'hui, on va parler ensemble des différentes lectures qui ont pu m'accompagner durant le mois d'octobre parce que je me dis que ça vaut quand même le coup de faire un petit tour, de vous présenter les différentes lectures parce qu'il y a quand même eu pas mal de bons. Et il y a des livres notamment qui sont susceptibles de pouvoir faire de bons cadeaux pour les fêtes de fin d'année, donc je me dis pourquoi pas. Vous me suivez ? Bon, je suis désolée par avance pour la qualité de mon son qui est juste déplorable, mais bon, si vous suivez un petit peu la chaîne, j'ai déjà dit que j'étais en plein déménagement et qu'en fait le déménagement est pas tout à fait fini. On était censé emménager dans une maison qui était en travaux. Les travaux étaient censés être finis au moment où notre préavis se terminait et où on devait partir, sauf que c'était pas le cas, donc heureusement on a trouvé un plan de secours entre guillemets. Mais en attendant, on peut pas vraiment se poser, donc vous risquez d'avoir ce fond encore un petit moment. Bon, j'espère pas trop longtemps, j'espère que les travaux dans l'autre maison seront bientôt finis. Je suis désolée par avance en tout cas si c'est pas terrible et même si la lumière est pas terrible non plus parce que là on est en hiver, donc qui dit hiver dit météo pas ouf, dit beaucoup de nuages, donc une luminosité nulle que je peux pas mettre au maximum non plus parce que sinon en fait j'aurais l'air d'un cachet d'aspirine, donc voilà. Quand je vous dis qu'on enchaîne les galères, c'est qu'elles sont bien là. Alors en tout premier, dans ce mois d'octobre, j'ai lu l'affaire Agatha Christie de Nina de Gramont aux éditions Le Cherche-Midi. Pour ce qui est de l'histoire, en fait, on va nous proposer de suivre la vie d'Agatha Christie et notamment de s'interroger autour d'une période de sa vie personnelle où elle a tout simplement disparu et où vraiment on sait pas grand chose. Enfin, vraiment, elle a été très secrète sur ce qui s'est passé là et tout ce qu'on sait plus ou moins de nous, c'est que cette disparition, elle a eu lieu suite à la découverte de la tromperie de son mari. Donc elle l'a mal pris, elle a pris ses bagages, elle a fait quelque chose dont on ignore tout, puis elle est revenue quelques mois je crois après. Je sais plus la date, le délai exact, mais elle est partie un certain temps et voilà, sans donner aucun signe de vie. Le truc, c'est que l'autrice propose ici, d'imaginer ce qui aurait pu se passer, de recréer une espèce d'enquête à laquelle Agatha Christie se serait retrouvée un peu mêlée contre son gré alors qu'elle était en pleine fuite. J'avoue que de base, moi, comme je suis une grande fan d'Agatha Christie, l'idée de base, ça m'a tout de suite énormément plu. C'est vrai que c'est une période dont on ignore beaucoup de choses et on se dit qu'avec elle, avec son imagination, avec ses capacités, elle aurait pu faire plein de choses. Et voilà, l'incorporer dans une enquête comme ça peut être sympa. En tout cas, c'est une idée qui est plutôt originale et en même temps qui est plutôt intelligente par rapport à la figure historique à laquelle on s'intéresse. Ce qui est très plaisant avec cette lecture, c'est que en fait c'est un peu le principe de on a une enquête dans une enquête dans une enquête. C'est ce plaisir-là de décortiquer progressivement ce mystère, d'en trouver d'autres et d'approfondir comme ça un peu plus longuement ce qui s'est passé et voilà, une petite enquête sympa à côté, un peu style cozy crime. Donc ça reste vraiment très plaisant à lire. Après, pour être honnête, ça n'a pas été le gros coup de cœur que j'attendais. Alors c'est un moment du coup que je l'ai lu, donc c'est plus très frais dans ma tête, mais je me souviens que c'était un peu long là à se mettre en place. Bon, il y avait quelques longueurs qui n'étaient pas forcément nécessaires et que de manière générale, j'ai pas eu énormément de rebondissements ou de choses qui m'ont surprise, qui m'ont pris au dépourvu. C'était un peu une lecture pas linéaire parce qu'il y avait de l'action, mais ouais, linéaire, moi, d'un point de vue émotionnel. Je suis pas la seule à avoir eu ce sentiment que, en vrai, Agatha Christie, elle est là dans le livre, mais ça aurait pu être tout à fait un autre personnage. En fait, c'est plus un prétexte pour faire vendre le livre, pour lui donner de la visibilité, etc., qu'autre chose. Et je sais pas, moi, j'aurais aimé peut-être un peu plus, de clin d'œil à son travail, ou en tout cas de rappel à son histoire à elle, plutôt que elle qui se retrouve mêlée à toute une autre affaire. Alors c'est un petit manque qui n'empêche pas de profiter pleinement de la lecture. C'est pas un gros coup de cœur comme je vous l'ai dit, mais je l'ai quand même beaucoup apprécié. L'écriture, même si ça met un peu de temps à se lancer, ça reste vraiment très prenant. J'ai pas eu d'instant où je me suis dit je vais le reposer, je vais arrêter ma lecture. Enfin, une fois qu'on est dedans, on veut savoir le mystère, on veut comprendre un petit peu, voir si on a raison ou pas. Donc c'est vraiment très chouette, ça remplit le job. Après c'est vrai que c'est pas le coup de cœur
auquel je m'attendais. Par contre, on sent quand même que l'autrice, elle a fait des recherches, qu'elle a documenté son travail, parce que il y a des petits clins d'œil au travail d'Agatha Christie. Moi, j'en aurais aimé davantage, parce que de base, c'est comme ça que j'avais pensé le livre, comme vraiment un immense hommage à Agatha Christie. Là, c'est plus le prétexte d'Agatha Christie, mais on sent quand même que l'autrice s'est renseignée sur son parcours à elle, mais également sur la société britannique à cette période-là, sur les figures de proue de la littérature policière, etc. Donc ça remplit le job. On peut pas reprocher un manque de véracité ou que l'autrice soit partie trop loin dans des délires d'imagination pour combler ce vide. On se questionne énormément. Non, honnêtement, j'arriverai pas à développer plus. Je sais qu'il y a un truc qui m'a beaucoup manqué dans ma lecture, que je vous ai un peu énoncé vite fait. Après, ça ne dépend que de moi. C'est totalement subjectif, comme beaucoup, et voire même tous mes avis lecture. Donc vraiment, si vous êtes tenté, si le résumé vous tente, n'hésitez pas, lancez-vous vraiment sans crainte. Ça reste un livre de qualité, donc voilà. Après, ça dépend de vos attentes vis-à-vis de ce livre. Alors, le prochain livre dont je vais vous parler, c'est La Reine aux yeux de lune de Wilfrid Nsonde, aux éditions Robert Laffont, qui a été pour moi une très très belle lecture, un peu compliquée mais du fait d'un contexte personnel, donc ça n'a rien à voir avec la qualité de l'œuvre, c'est plus les thématiques qui ont été abordées où j'aurais peut-être pas dû lire à ce moment-là, où on va nous parler du Congo en 1685 et plus précisément d'une jeune femme qui s'appelle Kimpavita et qui est promise à un grand destin, c'est-à-dire qu'elle naît dans un contexte politique, géopolitique même un peu particulier avec l'occupation portugaise, je crois, que je vous dise pas de bêtises, c'est ça, l'occupation portugaise qui s'étiole un petit peu, voilà, une sorte de révolte qui commence à gronder au niveau du Congo. Il y a ce contexte un peu électrique et en même temps on va s'intéresser donc à Kimpavita qui est une jeune femme, voilà, qui naît dans un contexte, alors selon les croyances, elle naît sous une lune qui lui serait favorable, elle est promise un grand destin et quelque part c'est vrai. Cette jeune femme en fait elle est ni plus ni moins qu'une figure sainte, une figure de dévotion qui va s'élever, qui va faire entendre la voix de son pays, de son peuple, qui va leur donner beaucoup d'espoir par rapport à leur avenir et qui va les guider en fait, qui va être un peu une espèce de sainte, mais également une image un peu sacrée, une personne sacrifiée pour une cause. J'en dis pas trop parce que vraiment pour le coup c'est un roman qui est très lyrique. Je pense que c'est ça le terme, il est très lyrique. Je vous invite énormément à le lire à voix haute. Les chapitres en fait sont très très courts et on a l'impression de lire une immense poésie sans pour autant qu'il y ait une mise en page qui peut désarçonner ou en fait sans que vous vous en rendiez compte. La façon dont c'est écrit, on retrouve le talent de Wilfrid Nsonde. Il joue avec la sonorité des mots, il joue avec leur sens, il s'amuse. En fait, on sent vraiment le travail, la complexité de ces phrases qui sont réfléchies, avec cette sonorité qui est juste délicieuse. Et puis au final, on nous propose un texte qui est vraiment de qualité. Je peux pas vous en dire énormément, ça reste hyper flou et mystérieux, mais vraiment ça a été un très gros coup de cœur. Alors, comme je vous l'ai dit, malgré un contexte difficile, donc si vous êtes dans un contexte personnel et favorable, franchement, je pense que ça peut vous plaire. Mais on est vraiment sur un roman, voilà, qui est de qualité, qui est travaillé, réfléchi, jusqu'au détail des phrases, qui va nous parler d'une héroïne, entre guillemets, qui est bouleversante, très agréable à suivre en fait. Comment dire, il n'y a pas de moment où, par exemple, je me suis pris à la détester ou à pas comprendre ses choix, etc. Ça coule de source en fait un petit peu. C'est un peu le sentiment d'une rivière, si vous me permettez l'expression, mais on a un peu l'impression que le livre se déroule et qu'il nous emporte avec. Donc c'est vraiment un roman qui va faire appel à de multiples thématiques. Donc on a celle de la colonisation, des violences qui sont faites, on a celle du dévouement, du courage, du destin dans le sens d'un héros, d'une destinée plus grande, des traditions, traditions religieuses, traditions au sein des différentes communautés. On a la place de la religion aussi de mémoire, on a tout un lien avec la nature, plein de thématiques comme ça qui sont très très chouettes, qui sont exploitées sans qu'on s'en rende vraiment compte et qui sont juste vraiment très très belles. Donc comme ça fait longtemps, je n'ai pas envie d'enrober davantage mon avis là-dessus parce que je risque de me perdre dans des pistes où je ne vous aiderai pas davantage, mais franchement, si vous pouvez
à nouveau le lire, au moins les premières pages pour voir si c'est un style d'écriture qui vous correspond, mais je vous invite à le faire et vraiment à vous lancer sans crainte. C'est vraiment une lecture qui fait du bien, entre guillemets, au niveau de sa qualité et qui me conforte encore davantage dans le fait que Wilfrid Ansande, c'est un auteur que j'aime beaucoup et qu'il faut que je lise les autres livres. Parce que j'avais lu, je sais plus son précédent livre, comment il s'appelait. Femme du ciel et des tempêtes. Femme du ciel et des tempêtes, ça a été une pépite. Je l'ai vraiment apprécié de bout en bout. Là, un peu moins que Femme du ciel et des tempêtes, si vous devez commencer par l'un des deux, Femme du ciel et des tempêtes, vraiment. Après, c'est d'autres thématiques. Il y a des trucs qui se recroisent, comme comme celle de la nature, par exemple, du lien de l'homme à la nature. Mais vraiment, foncez. C'est un auteur qui mérite davantage de visibilité, qui est vraiment qualitatif, qui parle extrêmement bien de ses livres. Il a une façon de parler de ses livres où tu sens le travail derrière, tu sens l'attachement aux valeurs qu'il défend dans ses livres, donc vraiment, foncez. C'est le maître mot, foncez. Le prochain livre dont je vais vous parler, que j'ai lu et adoré, c'est La dernière Amazone de Estelle Faye aux éditions Rajo, que je n'ai toujours pas acheté. Je l'ai lu en numérique, mais c'est le genre de livre où je vais quand même l'acheter derrière parce que c'est une pépite. Vraiment. Alors pour l'histoire, il faut quand même que je me remette un petit peu à jour parce qu'il y a quand même pas mal d'infos et je veux pas trop vous en donner. J'ai pris des notes, heureusement. Mettez-vous dans un contexte vraiment très lointain. Hein. On se retrouve à Athènes et on va suivre Lysia, qui est une jeune fille qui en fait est chez elle et va recevoir la visite de Tirésias, qui est un oracle, donc une espèce de voyant qui va lui dire que un grand destin aussi l'attend, décidément, tous les livres parlent de grand destin. Sauf que Lysia, elle est plutôt, terre à terre, elle y croit pas du tout. Elle vit avec sa grand-mère et elle attend le retour de cette dernière, donc autant dire que cet inconnu qui débarque et qui lui annonce un grand destin, elle a pas forcément l'envie d'y croire. Sauf que des gardes vont arriver et vont arrêter donc Tirésias et vont tenter, elle, de l'intercepter, de l'arrêter également. Lydia n'a donc pas le choix que de s'enfuir et de lancer la roue du destin par sa fuite. Et ce destin, elle va en voir un fragment au moment où elle arrive à l'espèce de pirogue de sa grand-mère qui a été laissée sur le bord du rivage, où elle s'empare d'une pagaie, je crois, et qui va lui donner l'image d'elle-même, qui reçoit de la part d'Amazone une arme, je crois, enfin en tout cas un objet sacré, comme si elle lui transmet un héritage. Ce qui va beaucoup interloquer Lydia, mais qui ne va pas l'empêcher de se lancer parce que de toute façon elle n'a pas le choix vu qu'il y a des gardes à ses fesses. Donc on se retrouve vraiment sur une histoire qui fait énormément penser au récit héroïque de la Grèce, avec des monstres, avec des aventures, avec des récits d'amitié, des rencontres, le voyage avec des divinités même, l'intervention de divinités. Tout ça pour nous raconter l'histoire de Lydia qui est ni plus ni moins que la dépositaire de l'héritage des Amazones. Voilà pour l'histoire. Sans rentrer dans les détails, vraiment en vous confiant le strict minimum on va dire pour commencer. Vraiment, alors si vous êtes fan de mythologie, foncez. Si vous êtes fan de récits héroïques, foncez. Si vous voulez une héroïne qui est forte et qui en fait se construit petit à petit, qui grandit, un peu un récit d'apprentissage quoi, foncez également. Vous êtes sur un récit où il y a plein d'ingrédients qui sont hyper plaisants à retrouver. Comme je l'ai dit, tout ce qui est récit d'amitié, intervention de divinité, c'est vraiment génial. C'est super bien écrit. C'est l'autrice de L'Arpenteuse de rêve, je crois que c'était ça le titre de son précédent roman, que j'avais adoré parce que vraiment il y avait une qualité au niveau de l'imagination, c'était fou. Et l'écriture nous embarque rapidement, même si on n'est pas forcément de grands adeptes de fantasy. Donc là vous êtes quand même sur un récit de fantasy aussi, mais avec ce contexte un peu mythologie, un peu ancien qui fait plaisir à lire, qui je pense peut permettre d'avancer un pas vers la fantasy sans trop s'en rendre compte. Donc vraiment un très bon livre. L'avantage également de ce roman, c'est qu'on y retrouve pas mal de mythes en fait fondateurs de la mythologie grecque, waouh de la mythologie grecque, et du coup déjà ça nous permet de réviser un peu nos classiques, d'être plus à jour par rapport à la temporalité de chacun, comment l'un clenche l'autre, etc. Avec un petit plus, c'est que certes on a cette mythologie, ces textes anciens, mais on a une vision plus moderne qui est confrontée à ces textes-là,
et avec notamment une vision plus critique à l'égard du traitement des femmes et de leur place dans ces récits historiques. Avec la violence qui est faite aux femmes, aux nymphes et j'en passe, qui est souvent tue, voire amoindrie, alors que ça n'en reste pas moins souvent très injuste parce que des fois c'est juste une histoire de elles sont là au mauvais endroit au mauvais moment, ou elles sont punies parce qu'elles ont été abusées par des divinités, par exemple. Comme je l'ai dit, on retrouve pas mal de mythes, mais ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas à jour dans ces mythes, il n'y a pas de souci là-dessus. L'autrice va être toujours à recontextualiser chaque histoire, de façon à ce qu'on ne soit pas perdu, de façon à ce que ça ne perde pas en fluidité durant tout son récit. Les deux petits points un peu négatifs, entre guillemets, parce qu'il en faut bien un petit peu pour nuancer, c'est le fait que les personnages, à mon sens, ne sont pas assez creusés. Alors, on voit notre héroïne qui grandit, qui se forge un caractère, etc. Mais en fait, finalement, quand on ferme le livre, on se rend compte qu'on la connaît pas plus que ça. Elle est plutôt creuse en termes de passé, etc. Il n'y a pas grand-chose. Ses émotions sont rapidement décrites, mais on se concentre davantage sur son parcours, sur ses rencontres, qui vont certes participer à forger son identité, mais qui nous en disent pas tellement sur sa personnalité propre, enfin sur ce qu'elle était de base. Et les personnages secondaires, n'en parlons pas, ils sont plutôt pâles, je trouve. Même si ils ont tous une fonction. En fait, c'est plus la fonction qui prime sur leurs caractéristiques, entre guillemets. Donc c'est un peu le petit bémol. Et après, j'avoue que j'ai été un peu déçue par la fin. Alors, pour être tout à fait honnête, ça reste logique. Il n'y a pas d'incohérence majeure où j'étais comme ça en fermant le livre. Non, c'est juste moi qui la trouve un peu trop soft. J'ai eu un peu le sentiment que ça retombait un peu brutalement, voilà. J'aurais aimé davantage, je pense aussi. Je pense que c'est ça qui fait que ça joue et que j'ai pas été entièrement satisfaite par la fin proposée. Mais après, comme je vous l'ai dit, ça reste totalement logique. Donc vraiment, foncez si vous voyez ce livre en librairie. Si vous hésitez, mais n'hésitez même pas. Parce que vraiment il est très très chouette. Bon, après toutes ces fabuleuses lectures, il fallait forcément une lecture un peu plus mitigée. Et c'est tombé sur Vous ne connaissez rien de moi de Julie Héraclès aux éditions J.C. Lattès. Où j'ai pas forcément été emballée par l'histoire. Alors, concernant l'histoire justement, on est sur le récit donc très très librement inspiré. Donc la célèbre photo de la tombée de Chartres où on voit une femme qui a le crâne rasé, qui tient son enfant contre son sein et qui vient ni plus ni moins que de passer par l'épuration sauvage une fois la Seconde Guerre mondiale terminée parce qu'elle a été accusée d'entretenir des relations notamment sexuelles avec des Allemands pendant la guerre. Du coup tout le roman se concentre un peu à nous parler de cette femme, son parcours, comment elle en est arrivée là et également comment la photo aurait été prise, dans quelles circonstances, plus précisément en tout cas que ce qu'on nous dit vaguement. Et on va donc être amené à faire la découverte de Simone, qui est une femme que j'ai particulièrement détestée tout le long du roman, pour être tout à fait honnête. Alors j'avoue que, comme je l'ai sous-entendu plus ou moins grossièrement juste avant, je n'ai absolument pas aimé Simone, je l'ai détestée de bout en bout. Et c'est pas tant ce qu'elle a fait, c'est plus son caractère que j'ai juste pas du tout accroché. Elle m'était antipathique du début à la fin, donc ça a rendu la lecture particulièrement compliquée. Parce que on peut ne pas aimer un personnage principal, ça arrive, mais j'ai jamais eu aussi peu d'atomes crochus avec un personnage, et je peux vous dire que ça rend vraiment la lecture, beaucoup plus compliquée. Surtout que en plus j'étais dans un contexte un peu particulier où j'étais extrêmement fatiguée. Donc du coup ça n'a absolument pas joué en la faveur du livre. Donc voilà, deux points qui d'emblée m'ont dit oula, est-ce que ça va être une lecture que je vais terminer ou pas? Alors je vous rassure, je l'ai terminée. Mais c'était pas gagné d'avance. Pour ce qui est de l'écriture, en vrai, j'ai rien à reprocher. Enfin, c'était pas le Wilfred Nsondé avec des phrases très lyriques. On est sur quelque chose de bien écrit, mais de très terre à terre. En fait, on n'a pas de belles envolées littéraires, donc ça peut plaire, ça ne peut pas plaire, voilà. Juste, on est sur, quelque chose de très factuel, c'est bien écrit. Et en vrai, pour être tout à fait honnête, le livre en lui-même, il est pas mal. C'est juste que, déjà, on a Simone qui est pas très sympathique, qui ne le devient pas au fur et à mesure des événements, et même, en fait, le roman, il est construit de façon à ce qu'on ait une alternance entre passé et présent, entre guillemets, donc le présent où il y a l'épuration sauvage et le passé, comment elle en est arrivée là. Donc c'est un schéma déjà très classique en soi, on va pas se mentir, mais qui fait le job pour le coup et qui sert intelligemment l'intrigue.
Après, concernant la fin, j'ai pas eu le sentiment de dire quelque chose de vraiment très original en fait. C'était pas, je pense, la vocation première du livre, hein, de proposer quelque chose de fondamentalement original. Mais en fait, ouais, je l'ai lu de façon très déconnectée, enfin, sans réel plaisir, en vrai. Sans me dire, oulala, cette autrice, elle est très prometteuse, j'ai envie de lire tous les livres de sa bibliographie. Non, vraiment, je l'ai lu. Et puis voilà. Puis le fait que ce soit servi par une construction narrative aussi classique que alternance passé, présent, c'est un peu aussi, je pense, qui sert et dessert en même temps le roman. Même si j'avoue que les points de vue dans le présent, donc dans le présent de Simone, où elle subit l'épuration, étaient plus sympas, entre guillemets, d'une certaine façon. En tout cas, Simone était un peu plus sympa ouais, à suivre. Et je dirais pas que je l'ai aimé pour autant, hein, mais en tout cas son comportement a changé forcément, puisqu'elle a plus la même place entre les deux points de vue. Mais du coup je la trouvais presque pas sympathique, mais presque plaisante à suivre. Presque, hein. Bref, donc j'ai terminé la lecture de façon mitigée, très très mitigée, parce que, alors, certes il y a des qualités indéniables au niveau de l'écriture, ça remplit quand même le job. J'ai lu des romans où c'était vraiment très mal écrit et on pouvait pas du tout le lire. Elle arrive vraiment à bien nous faire cerner la complexité du caractère de Simone, qui est passionnée par ce qu'elle fait d'une certaine façon, mais en même temps qui est très très changeante. Elle est pas facile à saisir, et justement, retranscrire cette complexité de caractère là, c'est bien joué de la part de l'autrice. Donc je peux comprendre que d'une certaine façon le roman plaise, surtout quand on nous parle d'une figure historique qui est marquante, parce qu'il y a cette fameuse photo qui a beaucoup fait parler, qui tourne énormément dans les livres d'histoire, etc. Et même donc, comment dire, dans la culture populaire, entre guillemets, on a souvent cette image là qui nous revient quand on parle d'épuration sauvage, parce qu'elle est très chargée de symbolique. Donc je dirais que ouais, c'était une lecture mitigée, mais je peux tout à fait comprendre qu'on l'aime, qu'il y a des qualités, et que le meilleur conseil que je puisse vous donner par rapport à ce livre, c'est de lire les premières pages pour voir si ça vous plaît en termes d'écriture, si vous êtes un petit peu intrigué, et voilà. Et ça vous permettra de mieux cerner si ça vous plaît ou pas. Mais moi, ça ne l'a pas vraiment fait. Au moins, je l'ai terminé, ça en dit déjà quand même sur la qualité du livre. Mais ça n'a pas été la lecture la plus marquante de ce mois d'octobre. Alors la prochaine lecture, je vais vous parler du coup de L'Empire du Vampire de J. Christophe aux éditions de Saxus. Oh, un poil de chien. Aux éditions de Saxus, je vais le reposer parce qu'il est très très lourd. Il fait combien de pages déjà? On est à peu près à 950 pages. Donc vous comprenez que le pavé est un peu lourd à porter, mais en tout cas vraiment bravo de la part des éditions de Saxus, parce qu'il est juste absolument magnifique. En dessous, je vous en parle même pas, en dessous de la jaquette, il est absolument incroyable. Je sais plus si c'est une duologie ou une trilogie, je saurais pas vous dire. En tout cas, c'est les premiers tomes d'une série, ça c'est sûr. Pour ce qui est de l'histoire, alors moi ça m'a énormément fait penser à The Witcher. Après, j'ai pas une culture folle en fantasy, j'avoue, car en fantasy un peu plus classique entre guillemets. Pour recontextualiser l'histoire, en fait, on est dans un récit de pure fantasy, vraiment pure fantasy, où les vampires sont apparus il y a un certain moment et en fait menacent de plus en plus l'humanité, jusqu'à ce que un jour, le jour justement, ne se lève plus du tout, et du coup que les vampires prolifèrent et réduisent tout à néant. Dans l'espoir de contrer cette menace-là, on a une espèce de confrérie, de guilde qui a été créée et qui, avec des saints d'argent. Donc ces saints d'argent, voilà, ils avaient pour vocation ils étaient entraînés, tatoués, vraiment éduqués pour éradiquer les vampires. Sauf que nous on comprend d'emblée, c'est que ça n'a pas fonctionné tout à fait, qu'il y a eu pas mal de soucis. Et pour cause, on suit Gabriel de Leon qui est au début du roman emprisonné dans une tour. Et en fait il va avoir la visite d'un vampire, d'un grand vampire, qui n'est plus ni moins qu'une espèce d'historien qui veut raconter l'histoire de l'avènement de la puissance des vampires. Et apparemment, ce Gabriel de Leon aurait joué un rôle majeur, il aurait été un très grand saint d'argent, et donc le vampire aurait aimé, en tout cas les puissances qui l'emploient à lui, auraient aimé en savoir plus sur son histoire et retracer son parcours. Gabriel de Leon, il est un peu cynique, un peu amer en tout cas, enfin il y a une dureté dans son caractère qu'on ressent d'emblée. Et plus ou moins bon gré mal gré, il va raconter son récit, et en fait on va alterner entre les moments où on se retrouve dans une espèce de présent où il raconte son histoire aux vampires et où ils échangent tous les deux autour de ce qui s'est passé, et les phases du passé où Gabriel de Leon va parler de son parcours, des amitiés qu'il a pu nouer, des guerres qu'il a pu mener également.
de sa formation en tant que saint d'argent, et j'en passe. Alors, 950 pages, vous vous en doutez, c'est un roman qui était plutôt, comment dire, lourd. Il y avait vraiment pas mal d'informations, donc là je vous ai fait un résumé de chez résumé de chez résumé, vraiment. Parce qu'il y a tellement d'informations que ce serait compliqué de vous donner toutes les cartes en main, et en même temps, ben, le roman il parvient très bien tout seul, en fait. Il y a beaucoup d'informations sur l'organisation des saints d'argent, sur l'avènement des vampires, sur leurs caractéristiques et sur les guerres, et j'en passe encore plein. Mais vraiment, en fait, n'ayez pas peur avant de vous lancer, c'est de la fantaisie pure, mais ça se lit tout seul. En fait, alors à nouveau je reprends cette image de rivière, mais c'est très parlant je trouve. Les éléments ils s'enchaînent de façon très fluide, on alterne entre les deux points de vue de façon très fluide aussi. Enfin, c'est simple à lire en fait, c'est ça le truc qui est fou, c'est que on nous donne plein d'informations, il faut qu'on arrive à gérer un petit peu tout ça, et en fait on y parvient. Parce que la façon dont c'est écrit, ça nous emporte de manière très simple, très rapide même. Les éléments ils sont donnés au compte-gouttes, ils sont parfois rappelés, recontextualisés et tout, donc ça permet de jamais trop perdre ce qui se passe, comment dire, de trop perdre des éléments en chemin. C'est sûr que c'est pas le genre de lecture à lire avec d'autres livres en même temps, je pense que sinon vous risquez de perdre des informations. Mais si vous restez constant dans la lecture, si vous ne laissez pas trop de temps entre chaque phase de lecture, et ben vraiment c'est une lecture c'est un livre dont on profite pleinement, qui est vraiment riche en termes d'histoire, en termes de caractérisation des personnages. On a vraiment plein de choses, et la société est très bien décrite, en même temps 950 pages, j'espère bien qu'elle est décrite. Les saints d'argent ils sont juste passionnants en termes de comment ils fonctionnent et tout ça, etc. Et le fait qu'on alterne entre point de vue du présent passé, bah des fois entre deux phases de passé, il y a quand même du temps qui est passé. C'est d'une logique ce que je dis, mais c'est pas grave. Il y a du temps qui est passé, et en fait c'est plaisant de nous-mêmes essayer de reconstituer ce qui a pu se passer entre ces deux phases-là. Alors on nous donne des pistes à travers les dialogues et à travers des phases de narration, mais c'est quand même plaisant en tant que lecteur de se sentir, comment dire, investi dans la lecture à ce point-là. Alors c'est très inspiré de la quête du Saint Graal, puisque tous ces saints d'argent en fait ont pour vocation de retrouver le Graal, justement, qui est censé pouvoir permettre d'éradiquer les vampires, même si, vu le début du roman, on se doute que ça n'a pas très bien fonctionné, ou qu'en tout cas, le plan tel qu'il avait été pensé initialement ne s'est pas passé comme prévu du tout. Et pour être honnête, moi j'ai vraiment envie de lire la suite, parce que on n'a pas une fin de mémoire qui nous coupe dans l'élan, mais on est quand même super intrigué, parce qu'une fois qu'on a toutes les cartes en main, on se dit mais comment ça a pu foirer, et comment on en est arrivé là, si tout souriait un petit peu, ou si en tout cas les éléments étaient, comment dire, étaient tels qu'on nous a laissé là dans le premier tome. Donc vraiment chouette. L'écriture, comme je vous l'ai dit, elle est plus qu'efficace. Pourtant la fantaisie c'est quand même pas forcément le plus simple à lire, surtout quand on a autant de pages à lire, c'est pas le plus simple, et pourtant ça a joué un rôle énorme dans ma lecture. Les phases de description aussi bien que les phases d'action sont très bien décrites. On arrive à visualiser ce qui se passe, on arrive à imaginer la scène dans laquelle ça se passe, et sans pourtant que ça nuise au rythme de la lecture. Donc vraiment bien joué de la part de l'auteur, même si j'ai entendu dire qu'il était un peu problématique pour certaines choses. J'ai pas trop suivi ce qui s'est passé, donc si vous en savez plus, je suis preneuse dans l'espace commentaire, parce que j'arrive pas à trouver en quoi il est problématique. En revanche, c'est quand même une lecture à pas mettre entre toutes les mains, parce qu'on a quand même pas mal de scènes qui sont particulièrement violentes et explicites par rapport à cette violence. On a du langage cru, de la vulgarité, j'en passe, donc vraiment à partir de 16 ans, lecteur averti, je pense que c'est pas mal. Et bon lecteur. Moi, ce que j'ai aussi énormément apprécié dans cette lecture, c'est Gabrielle de León, qui est vraiment un personnage qui, comment dire, est mal parti dans la vie, mais qui a développé du coup une mentalité très particulière vis-à-vis de son passé, de son histoire, et qui le rend terriblement attachant. Alors, pas sur tous les points, il y a des moments où je l'ai pas suivi du tout, mais c'est le genre de personnage où rien lui a été donné à la naissance. Il n'a rien eu pour lui, entre guillemets, et tout ce qu'il a construit, donc son parcours jusqu'à devenir l'un des meilleurs saints d'argent, il l'a construit à la force de son courage, à la force de son intelligence, de son entraînement, et j'en passe. Et c'est plus que admirable en fait, c'est vraiment un personnage qu'on se prend à admirer, à apprécier. Comme je le dis pas tout le temps, mais dans la majeure partie des cas,
du cas, oui. Surtout que se faire une place dans cette société de Saint d'Argent est pas facile parce que lui, il est né sans rien en fait. Contrairement à beaucoup d'autres Saint d'Argent qui ont des dons particuliers, qui ont un nom particulier qui déjà leur donne un certain prestige, bah lui pas du tout. Donc il a dû vraiment se créer une place, se faire accepter de la part de ses pairs, tout en continuant d'avoir vraiment une espèce de respect immense vis-à-vis de sa mère, ce qui est pas du tout le cas pour la plupart des Saints d'Argent. Parce que pour devenir un Saint d'Argent, en fait, c'est très particulier. Alors je vous en dévoile un petit peu, mais c'est pas un gros spoil majeur qui va tout changer dans votre vie parce que je crois que c'est donné dès les premiers chapitres. Mais pour être un Saint d'Argent, en fait, il faut d'emblée de naissance avoir du sang de vampire en vous. C'est-à-dire que votre mère aurait eu une relation avec un vampire, de façon consciente ou pas, hein, voilà. Comme je vous dis, c'est parfois très explicite en termes de violence, non les violences sexuelles. Du coup, Gabriel Desléon fait partie de ces demi-vampires, et pourtant, malgré ce qui s'est passé, bah, il voue aucune haine envers sa mère. On sent même de l'amour à son égard, donc c'est un peu tranchant par rapport aux avis parfois très mitigés de certains Saints d'Argent vis-à-vis de leur maternelle. Donc c'était quelque chose qui était quand même plaisant pour nuancer un petit peu la caractérisation des personnages et de la communauté des Saints d'Argent. Quand je vous disais aussi que vous perdez pas trop le fil, c'est qu'en fait, il y a plusieurs parties dans ce livre, parce que le livre est découpé en chapitres mais aussi en parties. Et chaque partie en fait s'occupe de résumer un peu ce qui s'est passé dans la partie précédente, de recontextualiser tous les éléments, donc ça fait que le mieux que je puisse vous recommander, c'est de terminer une partie. Si vraiment vous devez faire un saut entre... Enfin, si vous savez que vous ne lirez pas avant longtemps, terminez au moins une partie, comme ça la prochaine vous récapitule un peu ce qui s'est passé et vous ne perdez pas le fil de l'histoire. Donc c'est très chouette d'avoir comme ça une aide de la part de l'auteur. Et en plus, de mémoire, c'est amené quand même de façon à ce que... Comment dire, à ce qu'on n'ait pas l'impression que l'auteur nous disait bon, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. C'est amené de façon très naturelle, en même temps que l'histoire en fait. T'as pas cette impression grossière que l'auteur t'aide. T'as juste ces récapitulatifs qui sont glissés l'air de rien dans le fil du récit, donc ça ne nuit pas non plus au rythme de l'histoire, donc c'est très sympa. Et on a imprime des dialogues qui sont très rafraîchissants, j'ai envie de dire. Beaucoup de réparties, et surtout entre différents personnages, mais je vais pas vous en dire trop, mais il y a des réparties qui sont très sympas, ou qui font sourire parfois, voire pas du tout, même, on a vraiment ces émotions qui ressortent très facilement de la part des dialogues, qui sont très naturels, spontanés, et qui marchent tellement bien en fait par rapport à l'ensemble du récit, ce qui fait que toute la lecture elle est très dynamique. On se rend pas compte qu'on s'enfile 950 pages quoi, et pourtant c'est le cas. Et non vraiment, c'est vraiment très bien joué de la part de l'auteur. J'avais pas encore lu de livre de lui, et puis même pour celles et ceux qui sont pas de grands adeptes de fantasy comme moi, et ben franchement sachez que ça fait totalement le job, que c'est hyper plaisant à lire en fait. Qu'on est toujours un peu dans cette espèce de mystère en mode mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Gabriel finisse dans ce donjon? Comment il en est arrivé là? Est-ce qu'il va s'en sortir ou pas? Parce que même dans les chapitres du présent de Gabriel, il y a quand même de l'action où on n'est jamais trop sûr de comment le livre va se finir, aussi bien dans le passé que dans le présent. Donc c'est vraiment super plaisant à lire, donc dans tous les cas je vous invite à vraiment le dévorer, tout simplement. Le prochain livre dont je vais vous parler, c'est Le Confident de Hélène Grémillon aux éditions Folio. Dans cette histoire on va suivre Camille qui est une jeune femme qui vient de perdre sa mère. Forcément arrive le moment où elle doit faire le tri dans les affaires, et en fait elle va recevoir de façon ponctuelle des courriers, une série de courriers très mystérieux en fait, qui semble la connaître mais en même temps qui n'utilise pas le bon prénom, la connaître elle et sa mère, donc c'est très particulier comme correspondance, donc ça l'intrigue énormément et ça va la pousser à mener des recherches sur son passé, sur celui de sa mère, qui vont tout simplement la conduire vers des secrets liés à la Seconde Guerre mondiale. Donc pour ce qui est de l'histoire, on est quand même sur quelque chose de plutôt classique, j'ai envie de dire, mais en vrai, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Ça n'a pas été un coup de cœur de fou, mais franchement, ça a fait le job. J'ai passé pas un bon moment, mais j'ai apprécié sa qualité. Alors c'est un premier roman, et pour le coup, un premier roman qui est très prometteur parce que l'écriture est très fluide. Les chapitres ils sont courts et ça participe vraiment à avoir une dynamique très intéressante, où on alterne entre les phases où on suit Camille, en fait, tout simplement dans sa recherche, et où on suit d'un autre côté la découverte de ce passé qui se déroule devant nos yeux de lecteur.
On a le droit à de très très beaux passages, vous pouvez très certainement le voir, mais j'ai relevé pas mal de trucs parce que vraiment il y a des phrases qui sont très très belles. Au niveau de la construction, comme je disais, on va avoir aussi de temps en temps les lettres en question qui vont permettre de lancer le passé entre guillemets, qui sont, alors c'est pas une construction qui est hyper originale, mais ouais, voilà, comme je l'ai dit, ça fait le job en fait. Au bout du compte, en fait, c'est le genre de livre où, sans qu'on s'en rende vraiment compte, on est dans le récit, on veut savoir le secret qui se cache derrière. Sauf que ce mystère, en fait, il est très très bien entretenu de la part de l'autrice, où on va avoir pas mal de rebondissements qui surviennent. On n'est jamais trop sûr de ce à quoi on va avoir droit, en fait. On a toujours des nouvelles révélations qui vont arriver un peu comme une espèce de gigantesque poupée russe, où en fait on va avoir des mystères imbriqués dans d'autres mystères, et donc c'est sans fin, jusque aux dernières pages. Volontairement également, il y a des fausses pistes qui sont amenées, et donc ça nous met toujours dans cette espèce de, comment dire, de curiosité vis-à-vis de l'histoire. On veut toujours autant comprendre ce qui s'est passé, et non, je trouve que c'est sympa, voilà, d'amener le lecteur à un point, puis en fait c'est une fausse piste, donc il faut revenir au point de départ, etc. Donc cette espèce d'enquête, elle est très sympa, avec vraiment, pour le coup, ça retombe pas comme un soufflé. Le plot twist final, il est vraiment, vraiment sympa. Moi j'ai beaucoup aimé en tout cas. Parce que c'est vrai que parfois quand on fait trop durer le suspense, ça retombe un peu comme un soufflé. Là c'est pas le cas. Pour information également, donc on a toute cette partie historique qui intervient avec la Seconde Guerre mondiale, mais ça reste toujours en toile de fond. C'est-à-dire qu'on va plus nous parler de l'histoire de chacun des personnages, qui vont s'ancrer forcément dans une réalité historique, mais cette réalité historique prend jamais trop le pas sur l'histoire. Enfin, c'est toujours, comme c'est de toute façon du courrier qui raconte une histoire, ou Camille qui va parler de son histoire à elle, on est toujours sur le jeu, sur l'individu en tant que tel, et pas d'ailleurs se concentrer essentiellement sur l'histoire et la société et son évolution. Donc c'est quelque chose qui est sympa, mais que je préfère vous dire, histoire de vous prévenir, si vous voulez lire quelque chose de fondamentalement historique, c'est peut-être pas le bon livre, parce que voilà, l'individu prend le pas sur l'histoire. Forcément, vu du contexte, il y a quand même des moments où l'histoire dépasse un petit peu l'individu, mais dans l'ensemble, c'est pas la majorité quoi. Donc finalement, si je devais vous résumer mon avis dessus, c'est que c'est une très très bonne lecture. On est sur quelque chose qui est plutôt simple, mais qui qui fait son job en fait, tout simplement, qui nous propose une lecture où c'est pas le coup de cœur fondamental, mais ça reste une très bonne lecture quand même, qui est bien écrite, et un plot twist vraiment sympa, et au final ça m'a énormément fait penser à Un secret de Philippe Grimbert. C'est un peu, alors pas la même mécanique et la même construction narrative, mais cette ambiance-là un petit peu de non-dit, de secrets qui couvent et qu'on découvre nous en tant que lecteurs petit à petit. Donc c'est vraiment très sympa et je ne peux que vous inviter à le lire. Le prochain livre dont je vais vous parler, il a énormément tourné au moment où je l'ai lu. Il tournait beaucoup sur TikTok notamment, mais aussi sur Instagram. Je l'ai vu pas mal de fois passer. Et je vais vous parler du coup de If We Were Villains, avec ma voix qui s'en va et mon nez qui se bouge de temps en temps, c'est sympa. De M.L. Rio aux éditions Castelmore. Dans cette histoire, on va suivre Oliver Marks, principalement. Oliver Marks, c'est un jeune homme qui vient de purger une peine de 10 ans de prison pour meurtre, au tout début du roman, et qui en fait va être amené à rencontrer l'inspecteur qui s'est chargé de l'enquête après sa libération, parce que cet enquêteur en fait, il est parti à la retraite. Mais l'histoire qui a conduit Oliver derrière les barreaux l'intrigue énormément, continue de l'intriguer, même si officiellement elle est terminée, elle a été jugée, etc. Parce que cet enquêteur, il est persuadé que tout n'a pas été dit et que Oliver, il a menti. Qu'il a purgé 10 ans de prison pour rien. En tout cas pour cacher quelqu'un, pour camoufler le véritable coupable. Et c'est peut-être le cas, ou c'est peut-être pas le cas. Oliver, en tout cas, du coup va être amené à raconter son histoire, et c'est cette histoire-là que nous, en tant que lecteurs, on va suivre. On va le voir donc arriver dans une école un peu spéciale, une école de théâtre, où le programme est essentiellement concentré autour de Shakespeare et de ses œuvres, où il va y avoir beaucoup d'interprétations théâtrales qui sont organisées pour les élèves, par les élèves, et en fait c'est une ambiance un peu étrange autour de cette école qui fait que forcément le groupe d'amis d'Oliver a une mécanique elle-même un peu complexe, un peu étrange en fait. Tout est étrange dans le livre, hein. L'école, la dynamique du groupe, c'est vraiment un peu... Au début on est un peu perturbé je trouve, enfin, la lecture est un peu troublante.
parce que donc Oliver a un groupe d'amis, ils sont tous dans la même promotion. On comprend que cette école-là, elle a une renommée vraiment importante au niveau international, que c'est un peu le saint graal pour qui veut devenir un acteur. Et en même temps, tu comprends que c'est hyper sélectif, que pour arriver en dernière année, comme c'est le cas du groupe d'Oliver, bah il fallait y aller, enfin, il y a pas mal de personnes qui sont parties en chemin, il y a beaucoup de tri qui a été effectué, que les exigences sont énormes. Enfin, c'est une ambiance un peu particulière. Je peux pas vous en dire de trop. Je veux pas en dire de trop surtout. Parce que je vous invite à le lire vraiment. Si vous voulez quelque chose qui change un peu des recommandations TikTok où c'est souvent des romances ou des livres qui sont un peu faciles de construction, j'ai envie de dire. Et encore, je généralise beaucoup. Hein. On a des belles pépites qui arrivent, mais c'est vrai que souvent ce qui est mis en avant, c'est les mêmes schémas. Là, si vous voulez quelque chose vraiment de très très différent, d'un peu perturbant, mais je vous invite à le lire. Pour Halloween, c'est parfait, hein, vraiment. Lisez-le pour Halloween. Ce qui est très sympa, c'est que du coup, tout au long du roman, au niveau de la construction, on a beaucoup de clins d'œil qui sont faits donc déjà à l'œuvre de Shakespeare. L'ensemble du livre est un énorme hommage qui lui est fait d'une certaine façon. Mais au niveau de la mise en page, en fait, on a vraiment l'impression de lire une pièce de théâtre parfois. Enfin, par exemple, le format des dialogues, c'est souvent repris très librement du format des dialogues d'un théâtre. Donc c'est sympa, ça fluidifie énormément la lecture. Alors il faut un temps d'adaptation hein, quand même, ça vient pas tout seul, sauf si vous êtes habitué peut-être à lire beaucoup de pièces de théâtre. Mais c'est vrai que quand c'est pas un genre qu'on maîtrise énormément, et ben ça peut un peu perturber. Mais ne vous en faites pas, vous vous y faites très rapidement. Alors j'ai eu un peu peur au début aussi parce que on a énormément de références à toute l'œuvre de Shakespeare, dont à des pièces de théâtre qui j'étais pas forcément très familière, donc j'ai eu un peu peur d'être rapidement larguée. Mais heureusement, il y a beaucoup de notes de bas de page où dans le récit, on vient nous reparler un peu de l'œuvre en elle-même, ce qui permet de pas être trop largué. Alors c'est mieux quand même, hein, si vous êtes un grand fan de Shakespeare, je ne peux que vous inviter à le lire, mais si c'est pas le cas, ne vous en faites pas, vous arriverez quand même à suivre l'ensemble du récit. Bon, j'avoue quand même que pour ma part, pour ce qui est du coupable, j'avais vu un peu venir le truc. On va dire que vers peut-être les 100 dernières pages, je pense que c'est facile de deviner un petit peu qui est le véritable coupable, parce que y a pas mal d'indices qui sont listés et que, comment dire, la dynamique du groupe ayant changé avec le meurtre, l'accident, les soupçons se concentrent rapidement sur certains personnages plutôt que d'autres. Même si de temps en temps, le doute plane un peu autour de certains autres, où on se dit « Ah, ils auraient quand même pu et tout, il y a moyen, ils ont un mobile. » Rapidement, on comprend pourquoi en fait l'inspecteur est toujours autant intrigué par l'histoire, même des années après les faits, parce que c'est vrai que c'est un truc où, autant au niveau de la dynamique de l'école qu'au niveau de la dynamique du groupe d'amis, c'est malsain, c'est purement malsain, hein, on va pas se mentir. Mais en même temps, il y a un truc où la curiosité ne peut que être attisée en fait. Et j'avoue que même en ayant deviné un petit peu qui était le méchant de l'histoire, ça m'a pas dérangé plus que ça parce qu'il y a vraiment cette intensité qui monte. Enfin, les dernières pages, vous ne respirez plus. Honnêtement, j'étais vraiment en haleine sur les dernières pages parce que on se dit toujours il y a peut-être moyen qu'il y ait un retournement, un plot twist final qui me fera changer d'avis. Et puis même, la dynamique générale du livre, elle est hyper intéressante. C'est vraiment, on a l'impression d'avoir un yo-yo en fait, un peu, parce qu'il y a des hauts, des bas, d'un coup la pression peut monter et puis retomber comme un soufflet. Et en fait, on joue comme ça avec nos sentiments, avec notre petit cœur. Au niveau des thématiques aussi, on a droit vraiment à un large panel qui est très sympa. Alors, évidemment, Shakespeare est avant toute chose. On a ce côté thriller, enquête qui est vraiment sympa aussi. Le théâtre qui est pas quelque chose qui revient beaucoup, je trouve, dans la littérature young adult. Après, on a aussi tout ce qui est amitié, amour. Donc ça, c'est un peu plus classique, mais ça fait quand même du bien. On a aussi des références à la communauté LGBT QIA+, qui est vraiment très sympa aussi. Ça apporte plus de diversité et un petit quelque chose en plus aussi par rapport à l'histoire. Peut-être le seul truc qui m'a un peu chiffonné dans ma lecture, et encore, c'est le côté très stéréotypé des personnages. Mais moi, j'ai vu ça plus comme un... Comment dire ? Un peu plus comme un clin d'œil au théâtre où on va dire que les personnages, c'est pas qu'ils sont cantonnés à des rôles, mais je trouve, en tout cas d'un point de vue personnel, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de personnages qui restent cantonnés à une place.
Là par exemple on va voir la femme qui est plutôt belle, qui est cantonnée au rôle de femme plantureuse et un peu écervelée. Le personnage principal qui est comment dire toujours bon, plein de bonnes intentions, un peu naïf parfois. Le gars qui est un bon pote hein, mais qui se verse, enfin qui tombe toujours dans l'alcool, les drogues et j'en passe. Vous voyez un peu ces stéréotypes de personnages. Mais ouais moi ça m'a pas plus chagriné que ça en fait par rapport à l'histoire, par rapport à l'ambiance et tout. Je l'ai remarqué quand même donc ça m'a un peu sauté aux yeux sans pour autant que ça pénalise ma lecture. Donc ça a fait le job. Et puis non, vraiment, même si comme je l'ai dit, j'ai un peu deviné le final, ça m'a pas chagriné plus que ça parce que derrière, bah, tout est réuni pour vous proposer un combo explosif. Un final explosif, vraiment, un truc qui fait plaisir à lire, avec une dynamique intéressante, où enfin, après toute cette lecture où aussi bien le cadre que les personnages sont un peu malsains, ou en tout cas dans une atmosphère qui n'est pas très agréable, ben ça retombe un petit peu et ça fait du bien, on peut enfin souffler. On a le fin mot de l'histoire et c'est vrai que bah je pense que ce côté retomber en douceur fonctionne beaucoup plus quand tout au long du roman c'était un peu sur le qui-vive ou tu étais un peu en haleine en tout cas. Donc non, vraiment sympa, une lecture que je ne peux que vous recommander, qui a des défauts forcément hein, parce qu'il faut bien un peu nuancer la chose, mais qui pour le coup est une belle découverte permise par TikTok notamment, qui fait plaisir à voir et qui met en plus en avant un genre littéraire qui est pas forcément le plus lu, en tout cas chez les ados, jeunes adultes, donc vraiment, vraiment sympa. Alors on a quand même, j'ai quand même un petit disclaimer par rapport à certaines scènes qui sont un peu explicites, dont la scène de la mort qui déclenche tout, mais qui je trouve est quand même un peu explicite. Donc si vous êtes sensible, peut-être pas le lire. Après, c'est pas l'ensemble du roman qui est comme ça, donc c'est à vous de voir si vous vous sentez capable ou non de pouvoir surmonter entre guillemets ce petit épisode qui est pas terrible quand même. Le prochain livre dont je vais vous parler, alors à nouveau on n'est pas sur des sujets très gais, mais il s'agit de Tout ce que dit Manon est vrai de Manon Fargueton aux éditions Pocket. J'avoue que tout le long, j'ai jamais trop su si l'autrice n'en parlait de son parcours personnel. L'ambiguïté de la situation est un peu maintenue tout le long, même s'il y a des moments où je pense plutôt que c'est son histoire à elle, où elle a quand même changé certaines informations, je pense, pour se protéger. Mais dans les grandes lignes, je pense quand même que c'est son histoire et du coup ça en fait une lecture d'autant plus marquante. Dans Tout ce que dit Manon est vrai, en fait on va suivre l'histoire de Manon, qui est une jeune femme, une ado quoi, qui rêve de pouvoir faire paraître sa BD, sa bande dessinée, sur laquelle elle travaille voilà, depuis toute petite fille en fait. Voilà, c'est une histoire qu'elle essaye de développer et qu'elle essaye de faire paraître depuis un moment. Et en fait, sur un salon littéraire, elle va faire la rencontre d'un grand éditeur, et notamment donc, un éditeur BD, donc d'autant plus jackpot pour elle. Sauf qu'il va y avoir très rapidement une dynamique très malsaine qui va être mise en place. Cet éditeur en fait va ni plus ni moins que tenter de séduire Manon. C'est pas un roman très gai, on est d'accord, hein, mais en fait ça va être ni plus ni moins que le parcours de Manon pour, comment dire, surmonter ça en fait. On va avoir le déroulé des faits et comment petit à petit elle parvient à s'en sortir d'une certaine façon, et encore c'est le genre de choses où tu t'en sors pas vraiment quoi, ça te laisse forcément des marques. Donc ouais non, une lecture, alors ça a été une très bonne lecture. Pas par rapport aux thématiques évidemment, hein, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié le changement de ton par rapport à ce que l'autrice nous propose habituellement. On a vraiment quelque chose qui est plus ancré dans la lecture adulte, de la lecture dans une réalité contemporaine, enfin quelque chose voilà, de moins... J'allais pas dire enfantin parce que c'est pas le terme, mais c'est vrai que Manon Fargueton nous habitue plus à de la fantaisie, à du roman jeunesse qui allie un peu de fantaisie, fantastique, etc. Et là c'est vrai que ce changement de ton, avec en plus les thématiques, le sujet même de l'histoire, ça tranche totalement avec ce qu'elle nous propose habituellement, et ça nous montre vraiment aussi à quel point déjà elle est un peu multifacette parce qu'elle arrive à toucher à tout, mais en même temps son talent en fait tout simplement. Le gros parti pris de l'histoire, c'est qu'on nous raconte l'histoire de Manon, mais c'est pas Manon qui raconte son histoire, ce sont les autres qui la racontent. Alors on va voir l'éditeur Gérald, la femme de Gérald, la mère de Manon. On va avoir aussi d'autres choses qui sont un peu plus personnelles comme les mails, les échanges de mails entre Manon et Gérald, les échanges de mails entre la mère de Manon et son père, les comptes rendus médicaux. Je crois aussi qu'on a parfois les comptes rendus de déposition, etc. Donc je trouve ça particulièrement intéressant et pertinent parce que
autant on découvre Manon au travers des yeux des autres, mais en même temps ça nous la rend un peu insaisissable. On sait jamais trop sur quel pied danser avec Manon, on sait jamais trop comment elle peut s'en sortir, enfin, si finalement quand elle est sur la voie entre guillemets de la guérison, parce que comme j'ai dit on guérit pas tout à fait, mais si elle est sur le point de s'en sortir ou si en fait bah elle ment, si elle joue un double jeu parce qu'elle est toujours sous l'emprise de Gérald. Voilà, c'est toujours un peu ambigu tout le long et je trouve que ça reflète d'autant plus le côté un peu pernicieux de cette emprise que l'éditeur a sur elle, sur cette toute jeune fille qui n'a pas forcément les armes pour se défendre, pour comprendre ce qui lui arrive en fait. Également je trouve que les points de vue de Gérald sont peut-être les plus durs à lire. On sait en tant que lecteur que c'est un adulte qui parle à une toute jeune fille et c'est d'autant plus saisissant de voir le choix des expressions, le vocabulaire qui est utilisé, le comportement de Gérald vis-à-vis d'elle. Ce côté où on sent qu'il a besoin qu'elle soit sous son emprise, qu'il aime le côté qu'elle l'adule, qu'elle ait énormément besoin de lui, qu'il soit vraiment un pilier dans sa vie. Enfin, c'est glaçant en fait. C'est vraiment le genre de lecture où vous en ressortez pas tout à fait indemne parce que c'est le fait de lire le point de vue du coupable entre guillemets, c'est pas le terme, hein, c'est pas le terme coupable, j'arrive pas à trouver le mot, mais dans l'idée, le grand méchant de l'histoire, on a son point de vue et c'est glaçant en fait de voir comment les mécanismes d'emprise se mettent en place en fait, avec notamment un discours qui au début est très flatteur vis-à-vis de Manon, puis petit à petit va viser à l'isoler, à la dresser contre son entourage qui cherche à l'aider. Donc c'est vraiment le genre de lecture où ça fait travailler, cogiter nos méninges, vraiment. Et en plus de ça, je trouve que la fin est hyper intelligente. C'est-à-dire que on n'a pas une happy end. Honnêtement, c'est pas une happy end du tout. C'est plus nuancé qu'une happy end. Je peux pas vous en dire de trop parce que je veux pas vous gâcher cette impression-là. Mais c'est très très nuancé comme ça. T'as un peu cette impression de le danger guette toujours d'une certaine façon, quoi. Et ça fait que vraiment, quand on referme le livre, on est d'autant plus chamboulé. Enfin, c'est vraiment la manière, je trouve, la plus efficace de faire passer le message. Non, c'est vraiment une lecture un peu waouh, un ovni un peu dans ce mois d'octobre, mais qui reste hyper impactant. Je pouvais pas ne pas vous la présenter parce que vraiment, ça a été une lecture qui est marquante dans mon mois d'octobre. J'ai envie de vous la recommander vivement. Même si les thématiques sont pas faciles, j'en conviens tout à fait. Mais franchement, c'est le genre de livre qui est nécessaire de lire pour comprendre justement ce mécanisme d'emprise qui reste toujours utilisé par certaines personnes. Donc vraiment, c'est le genre de livre hyper utile, qui n'est pas moralisant non plus. C'est-à-dire que si par exemple, vous voulez le faire lire à une personne qui est sous emprise, peut-être que ça peut l'aider sans pour autant lui dire « Oh, ce que tu fais c'est mal, tu es faible d'écouter la personne en face » par exemple. Vous voyez, c'est pas du tout moralisateur. Je pense qu'au contraire, ça peut aider à mieux cerner ces mécanismes d'emprise, aussi bien pour la personne qui les subit que pour l'entourage qui voit la chose venir. En tout cas, qui a un recul que la victime n'a pas. Donc vraiment, le genre de lecture nécessaire est très très bien écrite en plus, qui dénote de ce que l'autrice peut nous proposer d'habitude, mais qui nous révèle aussi tout son talent. Donc je ne peux que vous recommander de le lire. Le prochain livre dont je vais vous parler, c'est Sing Me Forgotten de Jessica S. Olson aux éditions Castelmore, toujours dans leur collection Big Bang, avec un objet livre qui est déjà juste absolument magnifique, enfin franchement. Et à l'intérieur, hop, j'essaie de pas trop le casser non plus, mais vous avez des illustrations qui sont juste magnifiques. Pour ce qui est de l'histoire, vous êtes dans une société où il faut partir du principe qu'il y a toute une partie de la communauté qui est un peu marginalisée, qui est exclue, parce que ils possèdent des talents, des dons, qui sont rendus visibles aux yeux de tous parce qu'ils portent des marques différentes sur leur visage, selon la catégorie de caste entre guillemets à laquelle ils appartiennent. On suit donc Isla qui est l'une de ces personnes-là qui a une marque très visible sur son visage et qui du coup doit porter constamment un masque et vit cachée en fait dans un opéra. Son talent à elle et comme à tous ceux qui possèdent la même marque qu'elle, c'est de pouvoir manipuler les souvenirs des gens et notamment à partir du moment où il y a une musique qui est jouée, donc si elle chante, si quelqu'un d'autre chante, si de la musique est jouée, voilà, elle peut ainsi utiliser son pouvoir. Et si elle se retrouve dans cet opéra à devoir s'y terrer comme un rat, c'est parce qu'un certain Cyril l'a recueillie alors qu'elle avait été rejetée au fin fond d'un puits. Parce qu'en fait, les enfants maudits sont abandonnés, voire tués à la naissance pour éviter d'attirer les foudres du reste de la population, qui les craint en fait, tout simplement.
Cyril, lui, il a trouvé un bébé au fin fond du puits. Il a vu la marque, il s'est douté de ce qu'elle était, mais il l'a quand même recueillie et élevée au sein de l'opéra. Et elle se rend utile en fait au quotidien pour aider Cyril dans son affaire. Cyril qui gère l'opéra et qui malheureusement a une troupe qui apparemment n'est pas du tout à la hauteur de ses attentes. Lui, il voudrait s'élever socialement et atteindre le pouvoir. Sauf que le spectacle ne laisse pas de bonnes impressions au public, donc c'est à Isla de modifier ses souvenirs pour faire en sorte qu'ils aient l'impression d'avoir assisté à un spectacle absolument fabuleux, jusqu'au jour où Isla, en fait, en s'aventurant un petit peu dans l'opéra, entend quelqu'un chanter mais de façon absolument magnifique. Et il s'avère que c'est un jeune homme qui a été embauché récemment pour faire le ménage, qui chante et qui a une voix absolument magnifique. Elle va donc s'arranger pour que Cyril ait connaissance du talent de cet individu, mais ça va s'avérer un peu à double tranchant, on va dire, parce que forcément Isla elle est à l'âge où elle commence à s'intéresser à ce qu'est l'amour au premier sentiment, et elle va s'éprendre quand même pas mal de ce talentueux jeune homme, ce qui va pas forcément plaire à certaines personnes. J'en sais pas plus, ça me paraît plutôt succinct mais suffisant pour vous donner en tout cas les clés en main pour vous permettre de vous lancer. Pour ce qui est de l'univers, du coup, je pense que vous en conviendrez facilement, mais on est sur quelque chose qui est très original, comme le théâtre pour If We Were Villains. Ici, c'est l'opéra, et à nouveau, l'opéra ou le théâtre, ce ne sont pas des thématiques qu'on voit souvent revenir, même dans la littérature adulte. On va avoir les notions de souvenirs, d'amitié, d'amour, de secret, quoi d'autre, de magie, et de plein d'autres encore thématiques qui sont très sympas à lire et qui changent de ce qu'on peut retrouver habituellement, même si on retrouve le classique topo de l'amour notamment. Le gros bémol quand même avec cette lecture, c'est qu'à de nombreuses reprises, j'ai eu l'impression qu'on me poussait violemment vers l'univers. Le premier chapitre notamment, je lui trouve pas mal de défauts, c'est-à-dire que on veut nous donner toutes les clés en main pour comprendre ce qui va se passer, mais au lieu d'amener les éléments au compte-gouttes, j'ai eu l'impression qu'on me donnait tout d'un coup et qu'on me disait tiens, ingère ça et puis tu pourras vraiment entrer dans l'histoire. Donc c'est un peu dommage, surtout qu'après on a quand même des moments où il y a des répétitions qui sont faites, qui alourdissent aussi l'histoire. Notamment, il y a un topo qui m'a énormément, je vais vous le dire clairement, mais qui m'a énormément saoulée à lire, c'est le côté Isla qui se dit à chaque fois, facilement tous les 2 chapitres, « Oh là là, je suis enfermée, mais si je sors, les gens comme moi, ils sont tués, bla bla bla. » Tu le dis une fois, t'as compris, tu le dis 15 fois, ça devient saoulant. Et ça alourdit à nouveau l'histoire. Il y a certaines choses, certains éléments, certains événements même qui sont plutôt prévisibles, qui manquent un peu d'originalité je trouve, et qui à nouveau contribuent à alourdir le récit. Mais heureusement, il y a pas mal aussi de points positifs, puisque en fait on va avoir une écriture qui est très fluide. Alors certes on a quelques répétitions, certes le premier chapitre est pas tip top en termes d'écriture, mais le reste de l'histoire se déroule plutôt naturellement, en tout cas de façon à ce que le lecteur suive, sans avoir cette impression-là constamment d'être poussé dans l'univers, puisqu'une fois que tout est présenté, ça va mieux. Les personnages, ils sont pas archi poussés, archi creusés, mais ils font le job, en tout cas ils sont sympas à suivre. J'ai pas eu autant d'aversion pour Isla que pour Simone dans Vous ne connaissez rien de moi. Et puis même l'univers, même si c'est pas l'univers le plus décrit, contrairement cette fois-ci à l'empire du vampire, ça reste un univers qui est quand même plaisant, que j'aurais aimé voir davantage développé, bien entendu, parce qu'il y a pas mal de choses où tu te dis waouh, il y a matière à faire, mais comme c'est en un seul tome, j'imagine que c'était trop court peut-être pour pouvoir le développer correctement, sans risquer d'empiéter sur l'histoire. En tout cas, c'est un univers qui a le mérite d'être original, une intrigue qui a le mérite d'être originale, qu'on aurait peut-être aimé voir davantage développée, mais qui reste plutôt intéressante à suivre. Moi je garderai les livres justement parce que cet univers-là, il est plaisant en fait. Ça change de ce qu'on peut lire. Le fait que tout tourne autour du chant, autour de l'amitié, de l'amour, ça rend vraiment l'histoire, ça la distingue en fait. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est cette fin qui tranche beaucoup avec ce qu'on nous propose habituellement en young adulte. Ça monte crescendo, mais ça retombe pas comme un soufflet, comme certaines autres lectures précédentes. On est vraiment sur une continuité et sur quelque chose de logique. Ça peut ne pas plaire, ça peut plaire. Ça dépend toujours des personnes parce que c'est totalement subjectif, mais vraiment moi j'ai trouvé que ça restait logique, cohérent avec l'ensemble du roman. De manière générale, c'est un livre qui a pas mal de qualités mais des défauts aussi, et son plus gros défaut je pense c'est de manquer de place pour développer davantage.
aussi bien l'univers que les personnages. C'est frustrant en plus parce qu'on se dit ouais, il y a matière à développer tout ce qui est géopolitique, tout ce qui est légende, fonctionnement du pouvoir et j'en passe. Et du coup ça fait que tout ce qui est rebondissement, tout ce qui est enjeu majeur, on le devine en fait. On le devine très rapidement, surtout qu'il y a des indices qui sont laissés mais ils sont peut-être trop flagrants par rapport au peu de temps pour les développer. Donc l'histoire fait que c'est plutôt long, c'est lourd en termes de construction des phrases, en termes de construction des chapitres. Ça manque de place pour développer ce qui pourrait être intéressant à développer. Et en soi, les rebondissements sont pas tellement présents, donc ça fait une histoire qui est quand même plutôt plate. L'histoire d'amour notamment est très très vite arrivée. Le coup de foudre, je veux bien que ça existe, mais là, archi rapide. Mais j'avoue que j'ai beaucoup aimé la façon dont le personnage masculin est construit. C'est-à-dire que il est plutôt expressif, plutôt par rapport à ce qu'il ressent. Et c'est pas courant qu'un personnage masculin va autant se livrer sur ce qu'il ressent, va mettre des mots sur ses émotions, parce que t'as souvent cette image du garçon qui est renfermé, qui est construit socialement, j'entends, de façon à ne pas se laisser aller aux émotions. Là, c'est pas le cas, il y a une sensibilité chez lui qui m'a beaucoup plu, qui dénote un peu des personnages masculins qu'on nous propose habituellement, donc ça a fait totalement le job. Donc en ça, c'est pas une lecture tout à fait mitigée, parce que j'avoue, j'ai quand même beaucoup apprécié. Mais il y a quand même pas mal de bémols qui méritent d'être signalés parce que il y a des manquements où ça aurait pu être comblé si on avait laissé davantage de place et des éléments qui auraient pu être enlevés comme par exemple le fait que si elle s'en va, elle est tuée, bla 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 bla, qui répétait 15 fois. Mais je vous le recommande quand même. Et enfin, le dernier livre dont je vais vous parler, c'est Voyage au bout de l'enfance de Rachid Benzine, aux éditions Point, qui a été un très très gros coup de cœur. Alors, très court. Il a été lu en à peine 40 minutes, mais vraiment très très chouette. Dans ce récit, vous allez suivre Fabien. Fabien qui est un tout petit garçon en fait, qui va pas trop avoir le choix que de suivre ses parents quand ces derniers, on comprend très rapidement, sont embrigadés et partent en Syrie. Donc ça lui change totalement de son environnement en France. Il est bousculé dans un monde où les croyances prennent le pas sur les jeux d'enfants, où la mort en fait côtoie très rapidement son univers. Et vraiment, c'est le genre de roman où en très peu de pages, vous avez tous les ingrédients pour faire quelque chose de profondément touchant. Fabien en fait, c'est un petit garçon qui a, comme pas mal de petits garçons qui se retrouvent à devoir partir en Syrie du fait des croyances des parents, c'est un petit garçon qui a rien demandé. En fait, qui est fan de poésie, il adore la poésie. Et en fait, au tout début du roman, il est tellement touchant parce que son maître l'encourage dans cette passion de la poésie et lui-même, il la vit pleinement. Mais le fait de se retrouver comme ça, confronté à un autre monde, à autant de violence, ça finit un peu de le détruire d'une certaine façon, lui et la poésie. Ce qui est encore plus touchant, c'est son regard d'enfant, en fait, tout simplement sur ce qui se passe. Nous, en tant que lecteurs, on est conscient, en fait, des enjeux. On sait un peu ce qui attend les personnages, ce à quoi ils vont être confrontés. Mais le regard naïf de l'enfance, ça fait tout. Ça change carrément tout. Ça rend le propos tellement plus impactant, tellement plus marquant également, parce que il va se faire des amitiés qui vont pas durer, ou en tout cas qui vont être bousculées par la guerre. Progressivement, il va commencer à comprendre ce qui se passe, il va s'éveiller en fait un peu à la violence du monde qui l'entoure, et il va être plus observateur quant au comportement de ses parents qui sont un peu désarçonnés parce qu'ils voient au quotidien et qui correspondent pas du tout à l'idéal qu'on leur avait vendu. Tu peux que être touché. Une fois que t'as terminé ce roman, c'est le genre de roman, après t'as envie de le mettre entre toutes les mains, parce qu'il est juste court, accessible et vachement bien écrit, tellement beau, fort en émotion, bref, tout ce que vous voulez. C'est aussi un roman qui, en plus de parler de l'embrigadement, notamment là des parents, va aussi nous parler de la violence des camps où sont retenus les enfants, les femmes et enfants, les familles, qui sont un peu en transit, qui sont mis dans des camps en attendant soit de pouvoir regagner la France, soit en attendant de savoir quoi faire en fait de ces personnes qui sont souvent restent embrigadées, ou parfois pas du tout, mais qui sont contraintes de le feindre pour pouvoir survivre en fait dans les camps qui sont sans eau potable, qui dépendent énormément de l'aide humanitaire. Donc toute cette violence là aussi nous est racontée à travers le regard déjà plus alerte entre guillemets de ce petit garçon. Donc c'est une œuvre que personnellement je vous invite vivement à lire parce que c'est essentiel pour comprendre un peu plus l'enjeu, ou en tout cas d'être un peu plus sensible à ce qui se passe, pour avoir un autre regard sur ce qui se passe encore actuellement. Et en même temps,
peut-être aussi pour découvrir l'œuvre de l'auteur. Moi personnellement ça m'a donné envie de lire tous ses autres livres parce que j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes thématiques qui reviennent et du coup comme celui-ci m'a énormément plu, que l'écriture est juste incroyablement simple et en même temps efficace, j'ai envie de voir un peu ce qu'il en est quand c'est pas le regard d'un enfant qui nous est décrit. Par contre, je tiens quand même à dire que voilà, la violence est parfois crûment décrite, donc si vous êtes un peu sensible, peut-être pas vous aventurer vers ce livre, ou en tout cas en ayant conscience qu'il voilà, y a des moments où c'est peut-être un peu plus dur à lire que d'autres. Mais sinon, moi je vous invite vraiment à le lire. Bon, et bien je dirais que j'ai fini, que j'ai fait un peu le tour des grosses lectures de ce mois d'octobre 2023. Alors je suis encore désolée pour le fond, pour la qualité sonore qui doit pas être terrible, pour la lumière qui doit pas non plus être terrible parce que le temps n'arrête pas de changer. Enfin bref, pas mal d'aléas qui font que ça reflète un peu la situation, comment dire, complexe en ce moment. En tous les cas, sachez que ça va changer, ça durera pas longtemps normalement, ça durera pas longtemps. J'espère en tout cas que ça ne vous a pas gêné, que ça vous a permis de faire de belles découvertes littéraires, de décider peut-être votre prochaine lecture, je ne sais pas. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, notamment le point lecture du mois de novembre que je prépare tout de suite. Prenez soin de vous, salut!